Allons au Cameroun. Au Cameroun, pays de nos ancêtres. Que se passe-t-il au Cameroun? Ces dernières heures, notamment depuis le retour de Madame et Monsieur Biya à Yaoundé, ce qu'on observe, c'est que la fameuse vidéo montrant l'artiste Simon Lonkana Agno, dit Longuet Longuet, torturé par les éléments de la sécurité militaire dans les locaux de la sécurité militaire à Douala, cette vidéo est devenue le point de départ d'une véritable chasse aux sorcières à l'intérieur de l'armée camerounaise. Il nous faut nous demander ce que signifie cette chasse aux sorcières. D'abord, cette chasse aux sorcières, qui en sont les acteurs? Les acteurs de la chasse aux sorcières, ce sont les membres de l'entourage direct du président camerounais, à savoir son épouse, son fils Franck, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, les généraux, eh bien, à la solde complète du clan Biya, et tous ceux qui leur obéissent tout naturellement dans le gouvernement et dans le pays. Ce clan-là est particulièrement remonté. Il est à la recherche des circonstances dans lesquelles une vidéo montrant la sécurité militaire en train de torturer l'artiste Longuet Longuet, qui avait contesté la soi-disant victoire à l'élection présidentielle de 2018 de Paul Biya, eh bien, ils veulent savoir dans quelles circonstances cette vidéo est sortie des mains de la sécurité militaire. Écoutez, il ne s'agit pas de condamner la torture. Pour l'actuel gouvernement camerounais et notamment le clan Biya au pouvoir, il ne s'agit pas de condamner la torture parce qu'ils sont responsables d'avoir organisé régulièrement, depuis plusieurs décennies, la torture de milliers de Camerounais, de dizaines de milliers de Camerounais. Torturer les Camerounais est une chose banale pour le régime de Paul Biya. Massacrer les Camerounais est une chose banale pour le régime de Paul Biya. Il a massacré à l'occasion des purges, après le coup d'État de 1984. C'était la traque des partisans d'Amadou Ahidjo. Beaucoup ont été éliminés par des exécutions sommaires après les fameux procès dits de Mbalmayo, à la fin des années 80. Il a massacré les Camerounais qui manifestaient pour le multipartisme, la démocratie dans les années 90, dont de nombreux jeunes, eh bien, proches de l'opposition. Il a massacré à l'occasion de la lutte contre le grand banditisme, qui s'est transformé en réalité en répression contre l'opposition politique, ce qu'on a appelé les fameux commandements opérationnels. Le régime de Paul Biya a massacré massivement les Camerounais dans le sud-ouest et le nord-ouest, notamment depuis 1996. Le régime de Paul Biya a massacré dans les rues du Cameroun, en 2008, plusieurs dizaines de Camerounais, comme mon ami et frère Jacques Tiwa, assassiné le 27 février 2008 à Ndokoti, par des tirs à bout portant, par justement la même sécurité militaire. Ce régime est responsable de l'assassinat de plusieurs journalistes, comme Samuel Ouazizi, comme, eh bien, Zogo, Martinez, des journalistes comme Bibi Ngota. Ce régime est coupable de n'avoir pas fait la lumière sur le massacre de plusieurs prélats. En dernière date, un prélat togolais a été assassiné dans des conditions obscures au Cameroun. Mais des prélats remarquables ont été assassinés parce qu'ils étaient des objecteurs de conscience contre le régime obscurantiste de Paul Biya. C'est le cas de Monseigneur Bala. C'est le cas du père Angélbert Mvin. C'est le cas de Monseigneur Plumet. C'est le cas des sœurs religieuses de Djoum, dans le sud Cameroun. Plusieurs objecteurs de conscience ont trouvé la mort dans ce pays.
Et on n'a jamais cherché à punir ceux qui les ont tués. Donc j'insiste auprès des Camerounaises et des Camerounais et de l'opinion internationale pour dire que la soi-disant enquête lancée par le gouvernement camerounais pour savoir dans quelles conditions a pu être produite la torture, elle ne porte pas sur la torture de Longuet-Longuet. L'enquête porte sur l'élément de la sécurité militaire qui a fait sortir la vidéo. La vidéo avait pour but de prouver à la haute hiérarchie que les hautes instructions du chef de l'État avaient été exécutées concernant Longuet-Longuet. C'est une vidéo qui devait partir de la sécurité militaire du littoral à Douala, remonter à la sécurité militaire à Yaoundé, et de la sécurité militaire à Yaoundé, la vidéo devait filer tout droit vers la présidence de la République. Et à la présidence de la République, on devait regarder la vidéo en disant « Voilà, ils ont exécuté les instructions du chef de l'État ». Monsieur Biya lui-même était supposé regarder la vidéo en disant « Le travail a été bien fait ». Ce régime enquête uniquement pour savoir qui a osé faire sortir une vidéo qui n'avait pour but que d'attester des sévices, des corrections exceptionnellement infligées à l'artiste Longuet-Longuet. Qui a osé sortir cela? On cherche à savoir qui a osé sortir cela parce que la réponse à qui a osé sortir cela peut indiquer à l'intérieur de l'armée qui se prépare à contester le plan successoral qui a été préparé par M. Biya et son clan. C'est un secret de polichinelle. Paul Biya a préparé le plan successoral suivant. Quand la mort viendra définitivement à le prendre, d'ailleurs il aimerait que cela se passe directement au Cameroun, ses proches s'efforceront de cacher l'information le plus longtemps possible, le temps de s'assurer qu'il contrôle bien toutes les places d'armes. Alors, lui seront données des obsèques officielles extrêmement pompeuses, à l'occasion desquelles ses partisans seront bien sûr groupés artificiellement pour pleurer. On va théâtraliser toute cette hypocrisie pendant plusieurs jours de deuil national. Une fois que M. Biya reposera dans sa tombe, comme il l'a prévu, l'amido de Rey Bouba, dans le nord du Cameroun, qui est l'un des vice-présidents du Sénat, face à l'incapacité physique, l'incapacité biologique du président du Sénat actuel, Marcel Nyat Ndifendi, d'assurer un quelconque intérim. C'est le vice-président du Sénat qui se trouve être un grand complice de M. Biya, à savoir donc le lamido de Rey Bouba, à Boubacaré. C'est lui qui serait donc chargé d'appliquer la clause constitutionnelle, d'assurer l'intérim du président de la République et d'organiser une ultime élection truquée dans laquelle, tout naturellement, le fils Biya, Franck, serait désigné président de la République à l'issue d'une arnaque de plus et une arnaque de trop. Voilà le plan. Biya a déjà présenté son fils à ses homologues de la sous-région africaine. Il a présenté son fils aux principales autorités traditionnelles, aux principales chefferies, aux principaux sultanats du pays. Il a déjà présenté ses fils aux généraux qui tiennent les forces létales les plus criminelles du pays. Il leur a déjà demandé de lui faire allégeance. Et de patienter, de laisser que Dieu le rappelle, quand Dieu le rappellera, d'appliquer le pacte qu'ils ont signé ensemble. Ce pacte-là qui a pour but de monarchiser le pouvoir d'État au Cameroun, il n'est pas approuvé par le peuple camerounais. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'est même pas approuvé par toutes les ailes du régime. À l'intérieur du régime RDPC, il y a des caciques qui ne veulent pas de cette succession. L'argument de ces caciques du RDPC, parti au pouvoir au Cameroun, est le suivant. Le président Amadou Ahidjo, imposé par les colons, les néocolons français à la tête du Cameroun, n'a pas transmis le pouvoir à son fils Mohamedou Badjika.
en 1982. Il est par conséquent hors de question que M. Paul Biya, tout président qu'il est encore, transmette le pouvoir à son fils Franck. Si le principe monarchique était valable dans la République bananière du Cameroun, il aurait fallu commencer à l'appliquer dans la transmission du pouvoir d'Ahidjo à son fils Mohamedou Badjika. Or, Paul Biya lui-même était contre cette transmission par voie héréditaire. Il y a donc à l'intérieur du RDPC des durs, qui affûtent leurs armes, qui aiguisent leurs couteaux nuit et jour pour s'opposer à la succession monarchique, estimant que le clan Biya a suffisamment de quoi vivre pour les 5 prochains siècles et qu'il est hors de question qu'un Biya succède à un Biya. La vidéo de la torture de Longuet Longuet a été sortie par ce clan opposé à la succession monarchique. Ce sont les rivaux de Franck Biya, les rivaux de Paul Biya, les rivaux du clan Biya qui ont sorti la vidéo. Ils ont sorti la vidéo justement pour salir le pouvoir, pour enfoncer le pouvoir et pour dire que les Camerounais ont besoin au moins d'un changement de nom à la tête de l'État. Que finalement, le seul changement dont le Cameroun ait besoin, c'est que quelqu'un d'autre qu'un Biya soit désigné président de la République du Cameroun. Je les appelle donc les partisans de la révolution de palais, les partisans du changement purement cosmétique et artificiel, les partisans du régime France-africain bis, car ce sont des France-africains. Le fait est que la tutelle française est partagée entre les deux schémas. Elle a fait valoir des réserves à Biya à propos de la fiabilité et de la capacité de son fils à tenir avec le même sang-froid et le même cynisme que lui ce pays en laisse, ce pays en otage depuis 40 ans. Les tuteurs du bord de Seine doutent de la capacité du fils Biya à tenir le Cameroun. De la même façon qu'ils ont douté de la capacité du fils Bongo à tenir le Gabon et ont facilité sa chute, ils ont d'ores et déjà commencé à considérer comme l'hypothèse la plus intéressante le fait d'être aux côtés de ceux qui vont faire une révolution de palais, de telle façon que la France-Afrique soit sauvée derrière un semblant de changement. Voilà pourquoi le groupe qui a sorti la vidéo bénéficie d'une excellente couverture des médias de la France-Afrique. C'est un groupe qui bénéficie du soutien de RFI, de France 24, de TV5. C'est un groupe qui bénéficie d'un soutien énorme de Jeune Afrique. Tous les médias classiques de la France-Afrique sont au service de la révolution de palais, a été dit. Voilà pourquoi subitement ils sont devenus extrêmement anti-Biya. Voilà pourquoi ils sont mis à décrire la dictature de Biya alors que ce sont eux qui l'ont installée. Voilà comment ils ont commencé à compter les biens de Biya, à dire que c'est pas normal. Vous devriez vous souvenir de comment ils ont parlé d'Ali Bongo avant sa chute. Vous devriez vous souvenir de comment ils ont parlé de Déby avant sa mort. Vous devriez vous souvenir que chaque fois qu'ils veulent noyer leur chien, ils l'accusent de rage. En fait, quand ils vous ont utilisé, et qu'ils sont fatigués de vous utiliser, et qu'ils estiment que par votre faute, ils pourraient perdre le pouvoir parce qu'une révolution véritable pourrait vous renverser et leur faire perdre toutes les billes qu'ils ont dans le pays, ils organisent une pseudo-révolution dans le palais. Ils promeuvent un petit putschiste néocolonisé, style Oligui Nguema. Ce putschiste vient donc vous renverser et renverser vos héritiers. Il les fout tous en résidence surveillée. Pour ceux qui ne prennent pas le risque de l'affronter au risque de leur mort. Et il devient le chouchou des bords de Seine. Regardez comment Oligui Nguema est traité. Où se trouve le fils d'Ali Bongo?
celui que son père semblait préparer à lui succéder. Où se trouve sa femme? Ali Bongo lui-même est en résidence surveillée. Ali Bongo, c'est l'équivalent de Franck Biya. La femme d'Ali Bongo est en prison. Le fils d'Ali Bongo, Noureddine, est en prison. Et la vie continue. Oligui Nguema se balade librement. Il est accueilli avec tous les honneurs à Paris. Pourquoi? Mais parce qu'il a donné l'illusion aux Gabonais d'incarner un changement. Et que le simple fait qu'on n'entende plus le nom Bongo Bongo à la tête de l'État du Gabon, pour un certain nombre de gens sans vigilance, sans lucidité, c'est suffisant. Ah, on respire enfin. On était fatigué des bongos. Pourtant, c'est le même système qui est là. On a simplement changé le masque avec lequel on vous voile des intérêts qui, au contraire, ont été renforcés. Une emprise de la France-Afrique qui a été redoublée sur le Gabon. Donc, vous devez savoir que la vidéo où on torture Longuet Longuet a été sortie par le groupuscule de la révolution de Palais France-Africaine. C'est ce groupuscule qui a sorti la vidéo là. Le clan Biya est à la recherche de tous les membres du groupuscule. Non pas parce qu'il voudrait protéger Longuet Longuet ou parce que le clan Biya regretterait de l'avoir fait battre à mort. Non! Ils veulent juste savoir qui a sorti la vidéo parce que celui qui a sorti la vidéo fait partie de ceux qui veulent les empêcher de monarchiser le Cameroun. Il faut que les Camerounais comprennent ça. Si vous avez donc compris ça, vous comprenez donc que l'intérêt du peuple camerounais est dans une troisième voie. Ce n'est ni la monarchisation du Cameroun, avec le passage du pouvoir de Biya père à Biya fils, ni la révolution de Palais, avec un putschiste du style Oligui Nguema qu'on nous imposerait à Yaoundé, pour continuer la même vieille politique qui retarde ce pays depuis sa pseudo-indépendance de 1960. Ce qu'il faut, c'est l'union des forces panafricaines du Cameroun. Forces panafricaines de l'appareil de défense avec les forces panafricaines de la société civile. C'est l'union des forces panafricaines à l'intérieur du système politico-civilo-militaire et bien camerounais. C'est cette union-là seule qui peut s'opposer au double forfait qui se prépare contre notre peuple. Je l'ai dit et je l'ai répété. On ne peut pas sortir le Cameroun de l'état dans lequel il est si on ne s'est pas débarrassé de la petite mentalité tribalo-centrée qui a été enseignée aux Africains par le colonialisme, le néocolonialisme et les dictateurs. Il faut des Camerounaises et des Camerounais issus de toutes les régions du Cameroun, mais qui se pensent comme des Africains, comme des citoyens africains, et qui veulent regarder tout autre Camerounais, tout autre Camerounais, comme un concitoyen, une concitoyenne africaine. Par conséquent, des gens qui soient capables de penser ce qu'il faut faire pour le Cameroun, comme ils pensent ce qu'il faut faire pour toute l'Afrique noire. C'est à ce niveau de conscience que l'on doit constituer les nouveaux leaders du pays. Et les leaders du pays doivent émerger de toutes les régions, avec l'état de conscience que je décris. La conscience panafricaine. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je n'ai écrit ce livre que pour dire qu'on ne peut développer la conscience panafricaine que si on s'est guéri de cette maladie, des 7 démons qui nous empêchent au Cameroun, eh bien de prendre notre destin en main. Ces 7 démons que j'appelle encore les 7 fléaux. Les 7 fléaux. Les 7 fléaux, eh bien, du Cameroun contemporain, je les décris et je donne leur remède. Le tribalisme ou ethnicisme. Et je vous rappelle que dire que les Camerounais ne sont pas tribalistes, c'est une manière de cacher le tribalisme. Les Camerounais sont tribalistes. On leur a appris à se détester, à se méfier les uns des autres. Les Camerounais que vous voyez là, ils sont habités par une double mentalité. Ils ont un côté qu'ils affichent et un côté qu'ils cachent. Il faut inviter les Camerounais à unifier leur esprit, à se penser comme des personnes africaines.
et à vouloir des solutions pour le Cameroun, comme il les voudrait pour le Mali, pour le Burkina, pour l'Afrique du Sud, pour le Congo, il faut inviter les Africains à sortir des enclos de Berlin. Donc, oui, les Camerounais sont tribalistes. Les Africains, là, ils sont tribalistes. Ce n'est pas vrai de tous, ce n'est pas vrai de toutes, mais c'est la situation d'une écrasante majorité. D'où l'importance du travail et bien d'éveil que nous faisons. Le tribalisme est une maladie répandue. Elle a été répandue par la faute des Africains eux-mêmes, par la faute des colons et par la faute des dictateurs. D'accord? Nous, comme individus, comme peuple, nous avons notre responsabilité dedans. Les dirigeants corrompus et corrupteurs ont leur responsabilité dans cette manipulation de l'ethnicité. Et chez le colonialisme, c'était une règle. Diviser pour mieux régner. Deuxième point qu'on doit combattre, deuxième démon, l'esprit magique ou le règne de la superstition. Et qui pousse les gens au Cameroun à ne pas vouloir affronter concrètement les problèmes et à toujours chercher des explications imaginaires à des problèmes dont les causes réelles sont pourtant connues. Nous devons prendre l'habitude de regarder les problèmes et d'identifier leurs causes réelles et de les traiter. C'est-à-dire qu'il faut réinjecter une certaine dose de rationalité dans le Camerounais ordinaire. Je ne dis pas que tout est raison. Il y a aussi la dimension de la foi. Mais la foi sans la raison est aveugle et la raison sans la foi est impuissante. On a besoin d'éclairer l'une par l'autre. Non pas de tomber dans l'obscurantisme et l'esprit magique. Troisième fléau à combattre, la corruption généralisée. Cette corruption coloniale, néocoloniale, dictatoriale, elle est devenue un mode de vie. Individuellement, nous devons sortir de cela, nous devons rompre avec cela. Nous devons nous exiger à nous-mêmes et de proche en proche nous efforcer de sortir de la civilisation du bakshish, la civilisation du pourboire, pour aller dans celle du mérite, du travail, bien fait, de la reconnaissance, de la dignité personnelle. Quatrième démon, la luxure, c'est-à-dire l'esprit de jouissance. Il faut qu'on apprenne à mesurer, à restreindre, eh bien, la sphère de nos plaisirs. Il n'y a pas que le plaisir dans la vie, il y a la réalité aussi. Un être humain qui n'est que dans la sphère du plaisir est un enfant immature, même quand il a 70 ans. Il faut que la réalité devienne l'une des écoles de vie permettant justement la prise de conscience de la responsabilité du présent et du futur pour chacun. Cinquième grande maladie, la haine de la haute connaissance au Cameroun, la haine de la science, la haine de la haute technologie, la haine du progrès sous leurs formes les plus géniales. Il faut qu'on réapprenne à valoriser les sachants, les experts. Il faut qu'on réapprenne le goût d'apprendre aux enfants. Sixième point, l'absence de vision collective. L'incapacité à regarder ensemble dans une direction. Je dis par exemple, il nous faut aller vers une république dans laquelle on puisse résoudre tous nos problèmes en tant qu'Africains. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est que au Cameroun et un peu partout en Afrique, nous ne savons pas regarder dans la même direction. C'est-à-dire définir nos priorités et travailler avec acharnement pour les réaliser. L'absence de vision collective qui vient du fait que nous avons perdu la spiritualité de l'Afrique lorsque la MAAT et ses 42 lois ont été perdues. Il nous faut réapprendre les 42 lois suprêmes de la spiritualité africaine. Ce sont les 42 idéaux de la MAAT, les lois ancestrales. Et c'est dans cette MAAT-là qu'on a extrait les 10 commandements. Et c'est de cette MAAT-là qu'on a extrait même la règle d'or. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. L'Afrique possède une table des lois de 42 principes qui, respectés par tous et chacun d'entre nous, nous rendrait immédiatement et collectivement meilleurs. Enfin, la haine de soi de l'Africain. Nous devons apprendre à ne plus nous haïr nous-mêmes. L'autodétestation. Nous devons sortir de la honte d'être Africains.
qui habitent encore certains d'entre nous. Et qui fait par exemple que quand ils ont l'occasion d'apprendre les langues africaines, ils ne le font pas. Quand ils ont l'occasion d'apprendre la culture, l'histoire de l'Afrique, ils ne le font pas. Quand ils ont l'occasion de défendre avec preuve dans les assemblées du monde entier, dans les cénacles du monde entier, la vérité sur l'Afrique, ils n'en ont pas le courage. Mes chers amis, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Des cadres africains, des Africains formés, des professeurs, des médecins, des architectes, des pilotes, des experts, des ingénieurs en tout domaine, il y en a. Mais le nombre d'Africains qui ferment leur gueule, alors qu'ils ont l'occasion de dire la vérité sur l'Afrique, il est effroyablement élevé. Comment peut-on expliquer qu'il y ait autant d'Africains brillants dans tous les domaines, dans tous les cénacles de ce monde, et que la vérité sur l'Afrique soit entendue dans si peu de domaines, dans si peu de cénacles de ce monde? La raison en est toute simple. Les Africains, par haine de soi, par mépris de soi, par renoncement à soi-même, se taisent quand on ment sur l'Afrique. Il est assis dans un conseil gouvernemental aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Angleterre. Il est assis dans une grande assemblée générale d'une multinationale puissante, à Londres, à Paris, à Bruxelles. On dit des choses fausses sur l'Afrique. Le type ne trouve même pas, la dame ne trouve même pas une occasion de formuler un point de vue qui, un temps soit peu, amène à comprendre que la réalité est autre. Et bien souvent, le motif c'est, je veux voir grandir mes enfants. Le motif c'est, oh, les intérêts qui sont en jeu sont trop importants. Le motif c'est, bon, je représente mon entreprise, je ne suis pas venu ici défendre l'Afrique. Les Africains ont souvent beaucoup de raisons de ne pas défendre l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils se détestent eux-mêmes. Quand vous voyez un Africain qui a l'occasion de défendre l'Afrique et qui ne la défend pas, sachez qu'il a un problème de mésestime de soi. Il a un complexe d'infériorité. Il a un problème avec son image de lui-même. Il ne s'accepte pas. Il considère que c'est un malheur pour lui d'être né africain. Alors que le malheur, c'est le fait que les gens nous rendent malheureux parce que nous sommes africains. Et qu'ils veulent piller nos richesses. C'est cela l'origine du malheur. On nous rend malheureux pour nous empêcher d'être heureux avec ce que Dieu nous a donné. Et il y a des gens qui finissent par croire que nous sommes ontologiquement, essentiellement, quintessentiellement, que nous sommes vraiment naturellement malheureux. Nous ne sommes pas naturellement malheureux. Le malheur, il vient dans l'histoire. Il se manifeste dans l'histoire. Il y a des processus qui rendent les gens malheureux. Il n'y a aucune fatalité que les Africains soient malheureux. Aucune. Et la fatalité, c'est déjà d'imaginer par nature l'Africain dédié au malheur. Le fatalisme, c'est ce complexe d'infériorité qui travaille les Africains à tous les niveaux de la société. Et ils n'ont même pas le courage de dire, c'est parce que je me prends pour une merde que je la ferme quand on dit de la merde à propos de l'expérience de ma communauté. Je recommence. Il devrait avoir le courage de dire, c'est parce que moi-même, je me prends pour une merde que je la ferme quand on dit de la merde à propos de l'histoire de ma communauté. Parce que si je ne me prenais pas pour une merde, je ne laisserais pas dire de la merde à propos de l'histoire de ma communauté, alors que j'ai amplement les moyens de parler. Il faut prendre la parole, mesdames et messieurs. Et n'attendez pas les permissions, elles ne viendront de personne. N'attendez pas un déclencheur, je ne sais pas, c'est comme s'il y aurait un signal qui serait donné dans le ciel sous la forme de l'arc-en-ciel du temps de Noé. Ça ne viendra pas. Les Africaines et les Africains doivent s'assumer comme tels. À partir de la connaissance des preuves, des événements qui arrivent, les Africains doivent défendre la vérité et la justice sur l'Afrique. Où qu'ils soient, quelle que soit leur position. Et il n'y a aucune circonstance atténuante. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Il faut défendre ce que vous savez vrai. C'est un devoir irréductible. Mais malheureusement, c'est le devoir le moins assumé par les Africains les mieux placés.
les Africains les mieux placés, sont les plus grands spécialistes de l'omerta sur l'Afrique. Si nous, Africains, faisions dans la dénonciation du malheur africain ce que font même les chercheurs occidentaux qui ont pris fait et cause pour l'Afrique, si nous faisions au moins l'équivalent, la situation serait déjà changée. La situation serait déjà changée. Donc, voilà, je conclus sur le Cameroun, puisque c'est de cela que j'essaie de parler. Le peuple camerounais a la grande responsabilité de relever son niveau de conscience à la conscience panafricaine. Les soldats, policiers, gendarmes du Cameroun ont la grande responsabilité de se concevoir comme des défenseurs d'une nation africaine. Et il ne faut pas laisser le fils Biya succéder à son père. Le Cameroun ne leur appartient pas. Et il ne faut pas non plus laisser surgir un Oligui Nguema pour prendre le Cameroun en otage d'une nouvelle dictature militaire. On a besoin d'authentiques forces panafricaines de tous les corps de la société camerounaise pour aller vers une véritable transition vers la République fédérale du 21e siècle camerounais, vers une République africaine originale. Hein? Mon prochain livre sur le Cameroun s'intitule « Vers une République africaine originale », dans laquelle je vais décrire ma compréhension philosophique d'un projet constitutionnel pour une République africaine au XXIe siècle, à partir des principes civilisationnels africains. C'est l'objet de mon prochain livre sur le Cameroun, mais il s'adressera à toute l'Afrique. Pour une République africaine originale. À partir des principes civilisationnels africains, je vais procéder à une déduction des institutions pour proposer mon modèle imparfait, j'en suis convaincu, mais en tout cas le plus proche possible de l'intuition de la tradition africaine, mon modèle d'une république, africaine pour le XXIe siècle. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.